Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Une nuit d'enfer à Trois-Rivières. C'est ce qui décrit le mieux ce qui s'est passé là-bas. 125 pompiers provenant de 5 municipalités qui sont intervenus pour maîtriser les flammes. Une femme qui a perdu la vie à la suite de cet incendie majeur, une femme de 68 ans. Un incendie qui a détruit tout un pâté de maison pendant la nuit. 6 personnes blessées, 3 traitées dans un hôpital de Québec. Et vous voyez que les pompiers, par moments, semblaient impuissants devant cet incendie violent. On arrosait, mais bon, c'était peut-être assez difficile de combattre avec tout ce qui se passait dans le secteur. Une trentaine de personnes ont été évacuées. Il y a eu des explosions, d'incendies qui auraient pu faire beaucoup plus de victimes. Il y a des résidents qui peuvent se compter chanceux ce soir. Et puis, vous allez voir ce matin des images aériennes du secteur qui a été ravagé. En tout, 4 immeubles d'habitation, 3 commerces qui ont été rasés, sans compter sûrement des dommages aux propriétés voisines, des images assez impressionnantes. On fera le tour de la question ce soir avec Jean-François Guérin et Pierre Saint-Yves, qui sont tous les deux du côté de Trois-Rivières. Voici où ça s'est passé. C'est dans le secteur Pointe-du-Lac, une ancienne municipalité fusionnée du côté ouest de Trois-Rivières, près du lac Saint-Pierre. Vous voyez où sont justement les incendies, où ces incendies ont frappé. Bonjour tout de suite Jean-François Guérin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Pierre. D'abord, on vient de le voir sur ces images aériennes. C'est près de vous, ce secteur qui a été dévasté de la ville de Trois-Rivières? On se trouve présentement, Pierre, sur la rue Notre-Dame, qui était le cœur du village il y a 24 heures. Et regardez maintenant, 24 heures plus tard, la dévastation. Oui. La cheminée que vous voyez au loin, c'était la boulangerie, le cœur du village, une institution connue dans toute la région. Et aujourd'hui, 7 bâtiments vraiment qui y ont passé à la suite de cet incendie et de ces explosions, de toute évidence, qui auraient été causées par le gaz naturel. Il était 2h30 la nuit dernière lorsque les pompiers ont été d'abord appelés pour un incendie dans une pizzeria durant Saint-Charles. Pour vous situer par rapport à où on se trouve, c'est une rue juste à côté. Ça se trouve sur la rue à côté de la rue Notre-Dame. Donc, début d'incendie, on constate une fuite de gaz à l'arrière. Il y a des gens d'Hydro-Québec qui sont appelés dans le secteur, comme on le fait pour les incendies, pour couper le courant. Ils sentent une odeur de gaz, ont à peine le temps de réagir et d'avertir qu'il y a une explosion qui est retentie. Les 2 employés d'Hydro-Québec se portent au secours avec des premiers répondants, des gens qui se trouvent dans les résidences, font sortir les gens très rapidement. Des pompiers s'amènent également. Donc, font sortir les gens. On en fait sortir le plus possible, mais il y a quand même 6 personnes qui sont blessées, 3 brûlées plus sérieusement, une personne portée disparue. On retrouvera son corps finalement dans les décombres en matinée. Mais donc, 7 bâtisses, 3 commerces et 4 habitations résidentielles. Certaines ont été soufflées, d'autres ont été... les flammes s'y sont propagées. Il y a des gens qui... Il y a des gens les qui flammes traversaient presque la rue, Pierre. Des gens qui se comptent chanceux ce soir, Jean-François, quand on voit ça, d'être encore en vie. C'est impressionnant ce qui s'est passé en pleine nuit, en plus. Avec la force de cet élément, avec la vitesse à laquelle ça s'est produit en pleine nuit, à un moment où les gens peuvent difficilement réagir rapidement. Évidemment, c'est peut-être un cliché, Pierre, mais c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas plus de victimes. Une, c'est une de trop, mais on aurait pu avoir un bilan beaucoup plus lourd, n'eût été de l'intervention de gens d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si on est en mesure d'entendre l'un des travailleurs d'Hydro-Québec qui a assisté à la déflagration et qui est intervenu par la suite. On l'écoute, oui. Il y a eu la déflagration de la maison ouverte comme un jeu de cartes. Mon confrère de travail, il était dans le camion, lui, en train de prendre de quoi entre les 2 sièges. La vitre du passager et puis le pare-brise a éclaté. Puis moi, j'étais à peu près à 75-100 pieds en avant, j'ai tombé sur le dos. Alors, Jean-François, ça a commencé dans la pizzeria du lac de la rue Saint-Charles, durant Saint-Charles. Est-ce qu'on sait si c'est le gaz là, qui est en cause ou si c'était un incendie, je sais pas, dans le restaurant? Qu'est-ce qu'on a comme détail là-dessus? Ça semble être acquis, Pierre, que c'est le gaz qui est en cause. Mais techniquement, comment ça s'est passé? D'abord, à la pizzeria, est-ce que c'est une fuite de gaz qui a causé l'incendie ou l'inverse? On ne sait trop. Et comment le gaz, on pense que c'est par le réseau d'égouts qui s'est répandu dans la rue, dans les rues avoisinantes. Mais comment techniquement ça s'est fait? Où a été le problème exactement? C'est ce que les gens de Gaz Métro sont en train de tenter d'établir. Il y a également les pompiers et les policiers qui font également leur vérification. Bien, merci Jean-François. On se reparle un petit peu plus tard. De toute façon, restez là. À tantôt. Bon, justement, Jean-François vient de nous donner quelques détails, mais je vous invite à regarder ici ce qu'on a fait pour vous aider à bien comprendre. La pizzeria du rang Saint-Charles était juste ici. Alors là, c'est 2h30 du matin. C'est là que le feu ou que l'explosion, la première explosion se produit. Par la suite, on a parlé aussi, Gaz Métro l'a confirmé aussi, de gaz qui aurait circulé par des canalisations d'égouts. Alors voici, ça se rend jusqu'ici, à environ un demi-kilomètre. Le trajet est quand même assez important. Ici, un immeuble de 4 logements qui explose. Il y a des gens d'Hydro-Québec qui ont entendu aussi cette explosion, les pompiers aussi du secteur qui sont accourus et qui ont demandé des renforts. Par la suite, ça se propage à une maison unifamiliale qui est juste ici à côté. Par la suite, ça traverse la rue pour aller frapper une autre résidence. Ça revient ici du côté, parce qu'on devine que le feu se propage, c'est la boulangerie, le cœur du village, comme nous
disait Jean-François tout à l'heure. Le feu qui traverse à nouveau ici pour frapper l'épicerie. Et puis par la suite, une autre résidence. Il y a des immeubles à logement ici, donc en tout, 4 immeubles d'habitation, 3 commerces. On va joindre tout de suite maintenant Pierre Saint-Yves. Pierre, les incendies ont fait 1 mort, 6 blessés, 3 sont dans un état grave au centre des Grands Brûlés à Québec. Tout à fait. Écoutez, la personne qui est portée manquante, c'est une dame de 68 ans qui habitait tout près de la boulangerie. Son immeuble a été complètement rasé. On ne peut révéler pour l'instant son identité, même si sa famille est au courant parce que son frère et son gendre arpentaient les lieux ici toute l'avant-midi jusqu'à ce qu'on confirme finalement que ces restes avaient été retrouvés. Vous l'avez dit aussi, des blessés graves, 3 dont on dit qu'ils sont brûlés sur plus de 50% de leur corps. On les a transférés au Centre des Grands Brûlés de Québec. Les 3 autres reposent à l'hôpital de Trois-Rivières. On les dit hors de danger. Vous allez entendre le responsable de la police de Trois-Rivières qui dit que ça aurait pu être beaucoup plus grave et aussi, on peut l'écouter. Oui, on l'écoute. Bon, Pierre, on y reviendra dans un moment. J'aimerais qu'on parle aussi, bon, on a parlé des victimes. Je devine, bon, on parle de 30 personnes évacuées, peut-être même plus au plus fort de l'incendie. Est-ce que ça a créé un choc, un traumatisme dans la population du secteur aussi? Ah, tout à fait. Écoutez, 30 personnes qui ont été prises en main très rapidement par les secouristes, par les bénévoles de la Croix-Rouge qui ont ouvert un refuge tout près du village, tout près du cœur du village. On les a rapidement centralisés dans ce refuge. On a apporté les soins nécessaires. Il y a aussi toutes les autres personnes, notamment les travailleurs qui perdent leur emploi. Pas besoin de vous dire, il y a 3 entreprises majeures ici à Pointe-du-Lac qui viennent d'être détruites par ces déflagrations. Oui. La boulangerie, l'épicerie et un restaurant. C'est plus de 35 emplois qui sont perdus. Bon, on peut maintenant écouter ce qu'avait à dire votre intervenant, Pierre. On l'écoute tout de suite. D'accord. C'est une personne âgée qui vivait seule, puis on ne sait pas, vu que c'est arrivé à 2h30 du matin, on ne sait pas si ça a pu sortir. On peut croire à ce moment-ci qu'il y a eu plus que 6 sauvetages, là. Nous, on sait qu'il y a eu 6 personnes de transportées, mais beaucoup de personnes ont été assistées sur le terrain pour sortir soit de leur résidence ou se sont retrouvées à cette heure-là de la nuit, en plein milieu de la rue. On se demandait qu'est-ce qui venait de se passer. Bon, Pierre, on entendait le maire aussi cet après-midi dire, écoutez, on va aider ces gens-là, on va prendre en main ces familles qui ont bien besoin d'aide. Écoutez, oui, au cours des prochains jours, évidemment, on va apporter du support à toutes ces personnes. Et comme je vous le disais, la Ville de Trois-Rivières, d'ailleurs, s'est engagée à apporter un support constant. Et les bénévoles de la Croix-Rouge aussi se sont engagés au cours de la journée à apporter toute l'aide matérielle et le support moral aussi que les sinistrés vont avoir besoin. Merci, Pierre. Au revoir. Au revoir. Alors, dans une situation comme celle-là, comme celle de ce matin, les pompiers ont un travail qui est très difficile à faire. Et Maxime Landry, vous l'avez vécu, on a vu un reportage, vous, il y a quelque temps, les explosions causées par des fuites de gaz sont tout de même assez rares, il faut le préciser. Fort heureusement. Et souvent, lorsqu'on parle de conduite maîtresse, Pierre, qui prennent feu, les pompiers se servent non pas des boyaux, mais de clés à molette. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les images que vous voyez, ça a été tourné, ça, dans le secteur de Longueuil, à l'école de technologie gazière. Ça appartient à Gaz Métro. On forme là-bas des centaines de pompiers chaque année pour bien comprendre comment peut se comporter le gaz naturel, comment peut se comporter aussi une valve, comme vous la voyez actuellement, là, où sortent des flammes extrêmement chaudes, évidemment. On ne peut pas éteindre ça avec de l'eau parce que, finalement, la pression est trop forte. Alors, comment fait-on? Il faut s'approcher avec des murs d'eau. Je vous invite à entendre comment ça se passe. On est protégé donc par le mur d'eau. Et là, le but, c'est de refermer la valve. C'est pas évident à voir. On sent la flamme. On essaie de l'éteindre. Et là, on la ferme. Et c'est terminé. Bon, vous aviez un habit de protection, mais c'est quand même très chaud. Et là, en plus, ce n'est qu'une flamme. Imaginons en plus la scène quand il y a des immeubles en plus autour qui sont en feu. Ce sont des conditions très particulières de travail pour les pompiers. Oui, ça prend aussi des conditions particulières pour qu'il y ait explosion. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça ne peut pas survenir une explosion de gaz naturel à l'air libre, à l'extérieur. Il faut que le gaz s'infiltre à l'intérieur de bâtiments ou de lieux confinés, exemple des maisons. Et non seulement ça, ça prend entre 5 et 15 % de gaz. Pas plus, pas moins. Ensuite de ça, ça vous prend une flamme de 537 degrés Celsius, 1000 degrés Fahrenheit. Et là, il peut y avoir déflagration. Donc, vous comprendrez à quel point les éléments doivent être réunis d'une façon très, très précise pour que pareil événement survienne. C'est déjà arrivé dans l'est de Montréal il y a quelques années. On va vous montrer des reportages complets là-dessus à 18 h. Mais donc, une situation de la sorte survient très rarement, fort heureusement. Merci bien, Maxime. Au revoir. Au revoir. Au retour, les explications de Gaz Métro sur l'incendie de Trois-Rivières.
qu'est-ce que du gaz naturel faisait dans les conduites d'eau. Et après l'affaire des effeuilleuses, d'autres allégations ont raison de la ministre Judy Sgro. Qui a été dévastateur dans le secteur Pointe-du-Lac. 3 commerces, 3 immeubles à logement et une maison ont été rasés. Il y a une victime, 6 autres ont été gravement brûlés. Cet incendie a commencé à la pizzeria Le Grand Constant. Ça a été suivi d'une fuite de gaz. Ce soir, on va vous présenter une émission spéciale et on va faire un tour d'horizon complet. On reviendra dans un moment sur cet incendie à Trois-Rivières, bien entendu, qui, je vous rappelle, a fait une victime, 7 immeubles, 3 commerces, 4 immeubles à logement qui ont été rasés. Nous y reviendrons dans un moment et nous parlerons avec Stéphanie Trudeau de Gaz Métro sur cette fuite de gaz, sur le gaz qui s'est propagé dans les conduites d'égout, les conduites d'eau. On n'aura plus de précision là-dessus. Allons maintenant parler de politique un peu. La semaine qui se termine assez mal, merci pour Paul Martin, le premier ministre qui a été forcé de remanier son cabinet d'urgence ce midi. Emmanuel Latraverse, la ministre de l'Immigration, donc Judy Sgro. On s'y attendait, ça a pris du temps finalement, mais elle démissionne en raison de nouvelles allégations de favoritisme. Oui, et je voudrais que Paul Martin était bien soucieux de dire que c'est pas lui qui l'avait chassé du cabinet, mais que c'était elle qui avait démissionné. Des nouvelles allégations qui, cette fois-ci, surviennent dans un affidavit déposé en cour fédérale. Elles viennent d'un propriétaire d'une pizzeria dans le comté de Mme Sgro. Cet homme affirme qu'alors qu'il faisait face à un ordre de déportation pendant la campagne électorale, il a rencontré Mme Sgro et elle se serait engagée à régler ses problèmes d'immigration si lui fournissait une quinzaine de bénévoles et de la pizza pour tout le monde pour le bureau électoral de Mme Sgro. Il soutient en plus que Mme Sgro a retiré sa promesse, a ordonné sa déportation lorsqu'elle a senti, si vous voulez, la marmite bouillir là, avec les allégations de l'effeuilleuse dont vous vous rappellerez pendant l'automne. Donc Mme Sgro qui dit que ces allégations sont fausses, bien sûr qu'elle va se défendre, c'est ce pourquoi elle démissionne. M. Martin, lui, qui a tenu à réitérer sa confiance, si vous voulez, envers Mme Sgro, même si elle n'est plus ministre. C'est la décision de Mme Sgro parce qu'elle veut avoir la liberté de se défendre contre ces allégations. C'est avec regret que j'ai accepté cette décision, mais je la comprends. Pour Emmanuel, ce remaniement entraînait un petit jeu de chaises musicales? Bien, comme toujours, un ministre qui part, il faut les remplacer. Donc, c'est le ministre Joe Volpe, qui est actuellement le ministre des Ressources humaines, qui devient le nouveau ministre de l'Immigration. Et puis, lui sera remplacé par Lucienne Robillard, qui va avoir beaucoup de travail parce qu'elle est déjà ministre des Affaires intergouvernementales. C'est un gros dossier. Et bien là, elle va aussi avoir le ministère des Ressources humaines. Et puis, c'était aussi dans l'air depuis quelque temps, Frank McKenna, qui devient ambassadeur, c'est fait? C'est fait, ça a été fait et confirmé cet après-midi. L'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick de 87 à 94 est donc le nouvel ambassadeur du Canada à Washington. C'est une nomination qui en préoccupait certains parce que dans ses fonctions, M. McKenna était au conseil d'administration du groupe Carlyle, un grand groupe d'investissement mais qui est très proche du Parti républicain et de la famille Bush. M. McKenna a tenu à rassurer tout le monde en disant que de toute façon, pour devenir ambassadeur, il avait démissionné de tous les postes qu'il occupait sur tous les conseils d'administration. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Alors, revenons à cet incendie de Pointe-du-Lac, du côté de Trois-Rivières. La cause exacte de ces explosions, de cet incendie, ne sont toujours pas connues. Il y aura enquête là-dessus. Une chose est certaine, il y avait présence de gaz et je joins là-dessus Stéphanie Trudeau de Gaz Métro. Bonsoir, Mme Trudeau. Bonsoir, M. Jobin. Alors, tout de suite, je vais vous demander, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? On parle de gaz qui a peut-être voyagé sur une distance d'1,5 kilomètre. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord à la pizzeria, si vous le savez? Écoutez, on n'a pas ce genre d'informations pour l'instant. Ce qu'on sait, nous, pour la part de Gaz Métro, on a été appelé sur les lieux à 2h58 cette nuit pour un incendie. Je tiens à mentionner que c'est la norme lorsqu'il y a un incendie chez l'un de nos clients, que le gaz soit impliqué ou non. Oui. On se présente sur les lieux afin de cesser l'alimentation en gaz pour ne pas prendre de l'ampleur au feu. Donc pour nous, c'est un appel régulier. Bon, on a été sur les lieux en moins de 20 minutes. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que le feu a pris, semble-t-il, en tout cas, les pompiers étaient là vers 2h30 à la pizzeria. 20 minutes plus tard, il y a explosion. Vous dites que vous êtes intervenu en combien de temps? Toi, en 20 minutes, justement, 20-25 minutes? Nous, on était là en moins de 20 minutes. En fait, on était là précisément à 3h18. Et dès notre arrivée, on nous a mentionné quelque chose qui était plutôt, qui semblait anormal, que sur la rue adjacente, donc la rue Notre-Dame, sur laquelle je me trouve présentement, des employés d'Hydro-Québec qui s'affairaient à travailler sur un transformateur auraient remarqué une odeur de gaz. Donc, nous, on a mis seulement 4 minutes à couper le gaz à la pizzeria. On s'est immédiatement dirigé ici. Effectivement, il y avait présence de gaz. Et donc, dès l'instant où on a confirmé ça, les policiers
ont procédé à l'évacuation en cognant aux portes, mais malheureusement, il s'en est suivi l'incident dont on connaît l'ampleur maintenant. Les gens au Québec ont bien peur du gaz, c'est connu. Avec un incident comme ça ne les rassurera pas non plus. Mais comment on peut expliquer qu'il y avait présence de gaz? Est-ce que c'était d'abord, j'aimerais une précision, dans les égouts ou dans l'aqueduc? Où était ce gaz exactement? Est-ce qu'on le sait, là? Il semblerait, selon toute vraisemblance, qu'il y avait présence de gaz dans les égouts. C'est ce qu'on a semblé constater. Maintenant, ce qu'on n'est pas à même d'identifier, c'est les raisons de la présence du gaz. C'est pour ça qu'il y aura une enquête à ce sujet-là. Donc, on tiendra les gens informés lorsqu'il y aura des développements, mais on ne pense pas que ça va être des développements à court terme. C'est sûr qu'effectivement, ce que vous avez dit, les gens, ici culturellement, on est moins habitués à l'usage du gaz, bien qu'il y ait au moins 155 000 utilisateurs de gaz naturel, du moins des clients de gaz métro. Oui. Mais écoutez, des incidents comme ça, on en voit très peu et ça frappe l'imaginaire. C'est certain qu'on remarque peut-être moins les incendies de nature électrique que l'on voit plusieurs fois par mois. Donc, ça fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Malheureusement, on n'est pas en mesure. Bon, oui. Maintenant, pour éviter que ça se reproduise, vous parlez de vos employés qui interviennent très rapidement et je devine que vous les réveillez à la maison, qu'ils doivent se déplacer. Est-ce qu'il y a quand même des moyens d'avertir peut-être un peu plus rapidement la population pour que les gens sortent de leur maison avec des systèmes d'eau-parleurs dans les rues? Je ne sais trop. Est-ce que vous avez des systèmes comme ça en place? Écoutez, nous ne sommes pas responsables de l'évacuation. C'est les systèmes, normalement, les pompiers qui sont responsables de l'évacuation. Nous, notre but, c'est de se concentrer sur colmater les bris. Parce qu'essentiellement, c'est des bris par des contracteurs, normalement, qu'on a sur nos lignes. Là, c'est quelque chose de vraiment qui sort de l'ordinaire. Et ils sont normalement très efficaces pour effectuer les évacuations. Écoutez, ils se sont mis à cogner immédiatement. Je pense pas que c'était déjà très rapide, malheureusement. Le gaz voyage très vite, on le comprend. Bien, on verra ce que l'enquête dira. Merci, Mme Trudeau. Merci, M. Jobin. Bonsoir. Bon trou février, près de Trois-Rivières. 4 immeubles à logement qui ont été rasés, 3 commerces. Jean-François Guérin, donc, ça a commencé, de toute évidence, on verra, l'enquête va le confirmer, mais par le gaz naturel. Et vous allez nous montrer ce qui reste aujourd'hui de ce secteur. Absolument, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Pour vous situer, Pierre, on se trouve à la limite de la zone dévastée. Regardez, derrière nous, se trouvait de ce côté-là de la rue, il y a environ 24 heures, 4 édifices. Vous voyez la cheminée qui est au fond? C'était la boulangerie. C'était une institution ici, dans le secteur Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières. Oui. Donc, il y avait sur ce côté de rue-là 4 habitations, 4 bâtisses, 3 d'habitations et la boulangerie. Pour vous donner une idée, il y avait ici où on se trouve une maison semblable à celle-là, et qui a été littéralement soufflé par cet incendie. On va se diriger de l'autre côté de la rue maintenant. De l'autre côté de la rue, il y avait le dépanneur, qui lui aussi y est passé complètement, perte totale, s'est rasé vraiment au sol à la suite de cet incendie. Et à côté du dépanneur, si on peut s'en venir peut-être de ce côté-ci, donc à côté du dépanneur, il y avait une autre habitation qui, elle également, a été soufflée. C'est vraiment une partie, je vous dirais, d'à peu près 75 mètres de longueur sur cette rue-là, qui n'existe plus. Et dans le secteur Pointe-aux-Lièvres, on devine de la boulangerie, l'épicerie, c'était des lieux qu'on fréquentait tous les jours là-bas. C'est vraiment, Pierre, le cœur du village. L'église est située tout près. Oui, Pointe-du-Lac, exactement. C'est vraiment le centre du village ici, le cœur du village. Et la boulangerie dont je viens de vous parler était une institution. Tous les gens ici la fréquentaient assidûment. Donc vraiment, c'est le cœur qu'on vient de toucher dans le secteur de Pointe-du-Lac. Et juste un dernier petit déplacement pour vous montrer la situation à la limite de cette zone-là. Pendant que vous voyez, peut-être, on peut vous montrer les fils d'Hydro-Québec qui sont dangereusement bas. Justement, il y a des équipes qui sont ici présentement pour régler le problème. Alors, vous voyez que les résidents de ces maisons-là, ici, là, à la limite, regardez comme le déclin a fondu. Il y a des vitres qui ont également été fracassées. Il y a d'autres immeubles qui sont endommagés, de toute évidence, oui. Exactement. Ces gens-là, pas besoin de le dire, Pierre, ont eu très chaud la nuit dernière. Et quand on parcourt cette zone-là, évidemment, un décès, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un décès de trop. Mais quand même, le bilan, n'eût été peut-être de la présence d'esprit des 2 employés d'Hydro-Québec qui ont fait sortir les gens très rapidement, il aurait pu avoir un bilan encore plus élevé. Merci Jean-François, on se reparle plus tard. Au revoir. Et Jean-François vient nous parler d'employés d'Hydro-Québec qui travaillent en ce moment, mais il y en a aussi qui travaillaient juste à côté du lieu de cet incendie à Pointe-du-Lac et qui ont tout vu. Ils sont rapidement passés à l'action pour venir en aide, entre autres, aux résidents prisonniers des flammes ou à d'autres qui dormaient, même dans le secteur. Un travailleur nous raconte comment il a sauvé plusieurs personnes. Il y a eu la déflagration de la maison ouverte comme un jeu de cartes. Mon confrère de travail, il était dans le camion, lui, en train de prendre de quoi entre les 2 sièges. La vitre du passager et puis le pare-brise a éclaté.
Puis moi, j'étais à peu près à 75-100 pieds en avant. J'ai tombé sur le dos. Et puis là, on se demandait ce qui se passait. Là. Et puis là, dans le fond, c'est que là, la maison venait d'éclater, puis tout venait d'ouvrir. Au deuxième étage, il y avait une dame qui criait, puis là, elle voulait demander de l'aide. Donc moi, je me suis précipité au deuxième pour aller chercher la dame, parce qu'elle était prise, puis là, avant que tout tombe et tout. Donc j'ai été chercher la dame en haut au deuxième. Je l'ai descendu, je l'ai emmené dans une maison en avant. Et par la suite, j'ai retourné à la maison. Il y avait un monsieur juste en bobette et puis plein de sang. Et que lui, je l'ai pris aussi pour l'amener au même endroit. Puis après, j'ai retourné parce qu'il y avait sa dame qui était dans la maison pour elle aussi l'enlever de là, parce que c'était vraiment là, désastreux. Des gens dans le besoin. Colette, absolument. Vous voyez vous cacher. Est-ce qu'il y a un petit vent du nord? Ne fonctionnait pas. Alors, c'était manuellement, place par place. Et puis, la Californie, ce n'est pas la Californie, c'est l'hiver. $1 million comptant. Vous avez bien compris, Ameublement Tanguay fait tirer $1 million en argent comptant parmi sa clientèle de la vente du million. Ils sont tombés sur la tête. C'est fort, hein? La meilleure chance de gagner $1 million comptant, c'est en achetant chez Tanguay pendant la vente du million. De toute façon, avec les meilleurs prix garantis et les meilleures conditions de paiement, on est toujours gagnant chez Tanguay. Mais pensez-y, jamais personne n'a eu autant de chances de gagner $1 million comptant qu'un client d'Ameublement Tanguay. C'est la vente. Après-midi, un incendie qui a été dévastateur dans le secteur Pointe-du-Lac. 3 commerces, 3 immeubles à logement et une maison ont été rasés. Il y a une victime, 6 autres ont été gravement brûlés. Cet incendie a commencé à la pizzeria Le Grand Constant. Ça a été suivi d'une fuite de gaz. Ce soir, on va vous présenter une émission spéciale et on va faire un tour d'horizon complet. Bien des familles qui avaient des proches en Thaïlande lors du passage du tsunami ont vécu des terribles heures d'angoisse. Une Québécoise qui vit à Phuket depuis des années et qui a échappé au drame a décidé de faire sa part pour que ces familles reçoivent les nouvelles tant attendues, bonnes ou mauvaises. Notre envoyé spécial Richard Latendresse l'a rencontré. Il y a 15 ans, Diane Terrien est tombée amoureuse de la Thaïlande. Le climat, le paysage, l'attitude des gens. Et puis Phuket, si belle, si tranquille. Le tsunami du 26 décembre a changé tout ça. Dans le malheur, d'abord, une chance inouïe. Sa mère, en visite, avait l'habitude, à cette heure-là, d'être à la plage. Le 26 décembre, exceptionnellement, changement de plan. Alors, je lui ai dit ce matin-là, bon, écoute, normalement, nous, on va à la plage. Alors, si tu viens avec... Aujourd'hui, on va au temple. Si tu viens avec nous, tu vas voir ça. C'est rigolo. Bon, c'est les nonnes thaïs, ils ont les cheveux rasés, ils ont les sourcils rasés. Tu fais une offrande. Il faut que tu vois ça. Au moins, ça fait partie de la culture. C'est différent. Elle dit, OK, bon. Après le choc initial, la décision de se mettre à l'ouvrage. Alors, le 27 au matin, on a décidé avec mon ami Tête, puis j'avais ma mère qui était ici, on dit, bon, on va commencer, c'est un désastre, on va faire les plages du Sud, parce qu'on est proche du Sud. En montant les hôtels, on va demander si c'est les Canadiens